Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, 12h30 14h. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. France n'attend qu'une seule chose aujourd'hui. Que va dire le Conseil constitutionnel? Vous vous rappelez d'ailleurs que c'est McKinsey d'ailleurs qui a organisé, géré toute la campagne de la retraite. McKinsey. Et aujourd'hui, non. Alors des mauvais esprits m'ont dit, il faut que tu dises que Victor Fabius est un des patrons de McKinsey France, et que son père, Victor Fabius, à son père, Laurent Fabius, dirige le Conseil constitutionnel. Non, je ne dirai pas ça, parce que c'est mauvais esprit grincheux. C'est pas comme ça qu'on se met en famille. Non. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on n'entendait plus depuis très longtemps, Dominique Strauss-Kahn. Eh bien, Dominique Strauss-Kahn, il a sorti sa Kalachnikov et il a tiré. Honnêtement, très fort. Écoutez, on va en parler tout de suite avec Marc Toiti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour Marc Toiti. Bonjour André, bonjour. Très bien. Toujours heureux de vous avoir avec nous sur Sud Radio. Alors, effectivement, c'est intéressant. Donc, tout le monde sait aujourd'hui, 17h30, la décision du Conseil constitutionnel. Mais là, ils disent le droit. En principe, ils doivent dire le droit. Mais en attendant, on a eu quand même ce texte de 4 pages sur les réseaux sociaux de Dominique Strauss-Kahn, je rappelle, ancien patron du FMI, ancien ministre de l'économie de Lionel Jospin, et on peut tout dire de DSK, sauf qu'il ne s'y connaît pas en économie. Et il a 5 erreurs. Il a parlé de 5 erreurs, carrément. Alors, quelles sont ces 5 erreurs qu'il a sorties? Alors, très fortement, effectivement. Alors, il a commencé par, effectivement, la contrainte budgétaire du système. Il a commencé à sortir la vision globale qui fait défaut. Il dit, attention, il y a 100 milliards d'euros de réserve en 2030, c'était ce qu'avait décidé Lionel Jospin. DSK a ajouté que le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait siphonné ce fonds à la fin de l'année 2010 pour alléger sa contrainte nucléaire. Mais quand même, il n'y a pas de vision globale, dit DSK. Et il dit ce n'est pas l'âge de la retraite qu'il faut changer, mais à la conception même du système. Et il ajoute, nous devons sortir d'un système qui repose sur l'âge de départ à la retraite pour construire un système fondé sur la durée de cotisation. Et puis, il continue et il dit erreur stratégique. La France n'est pas un pays dans lequel on peut mener une réforme sociale d'envergure en se référant uniquement à un rapport de force politique et en négligeant le rapport de force sociale. Et puis il dit le timing est totalement mal choisi. Il y a tellement de problèmes sociaux en France, de problèmes de dette, de problèmes d'économie, de problèmes, etc. Est-ce que c'était le moment de faire cette réforme et de la passer en force comme ça? Non. Et il ajoute, attention, il pointe le manque de courage, effectivement, de la méthode Macron. L'audace politique, dit encore DSK, aurait voulu que le pouvoir accepte d'aller au vote, quitte à perdre. Et il ajoute, ce n'aurait certes pas été glorieux, mais la tension serait retombée et l'espoir de reprendre le sujet dans les prochaines années serait passé autrement. Et puis il dit attention, la cinquième, c'est que attention, si on ne reprend pas le dialogue social, si on n'apaise pas les choses, eh bien ça ira très mal. Et attention, dit-il, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron, dit toujours DSK, commette cette 5e erreur de ne pas chercher aujourd'hui à tout prix l'apaisement. Marc Toiti, vous en pensez quoi de cette sortie de l'ancien patron du FMI? Il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, je pense que c'est vrai que DSK, vous avez longtemps qu'on l'a pas vu. J'ai du mal à comprendre pourquoi il revient aujourd'hui, dans la mesure où, encore une fois, il veut faire parler de lui, c'est sûr. Oui. Et vous savez, le problème, c'est qu'on le présente comme un grand économiste. C'est pas du tout un grand économiste. Vous savez, le problème, c'est qu'on est qu'en France, comme on n'a pas de culture économique, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un de très fort en économie. Ça se saurait, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'il a créé un fonds d'investissement. Il y a 100 millions de dollars qui ont complètement disparu. L'un des dirigeants s'est même suicidé, etc. Ouais. Donc c'est lui le père des 35 heures, faut pas l'oublier. C'est Martin Aubry qui l'a mis en place, mais c'est lui qui l'avait théorisé. Donc je veux dire,
il dit des choses vraies, bien entendu, on va en parler. Vous voulez dire, Marc, ce n'est pas vraiment un Mozart de l'économie, quoi. Aujourd'hui, sachant que, encore une fois, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Un but, encore une fois, il y a pas mal de casseroles également. Ouais. Donc je pense que c'est pas forcément un problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'on a un problème effectivement de timing et un problème clairement aujourd'hui, je dirais, de cohésion sociale et sociétale. Et ça, encore une fois, on l'a dit depuis le début avec vous par exemple, mais dans d'autres médias également, je l'ai dit, ou dans mes livres ou ailleurs, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un risque sociétal en France. Et c'est vrai que le problème numéro 1 des Français, c'est pas tellement la retraite, c'est l'inflation. On voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une baisse de pouvoir d'achat. Oui. Beaucoup de Français, malheureusement, ne peuvent pas faire tous leurs repas par jour. Parfois, certains sont obligés d'annuler des repas par jour. On le sait. Excusez-moi, vous m'entendez, la Marc? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Simplement, on l'a dit d'ailleurs avant-hier ici à l'émission, et tout le monde l'a dit, vous avez vu que plusieurs Français au SMIC et même au RSA se privent d'un repas par jour aujourd'hui. C'est ça le drame. Il y a malheureusement des vols qui augmentent effectivement dans les supermarchés pour voler de la viande ou du poisson. On a des antivols maintenant sur la viande et le poisson. C'est pas la France, ça, quand même. Attendez, la France, même si effectivement on s'est dégradé, on reste la 7e puissance mondiale. On a un problème aujourd'hui social et sociétal. Alors le drame, c'est que la France est aussi le pays où il y a le plus de dépenses publiques au monde. C'est presque 60% de notre PIB. Vous comprenez ? En 2 ans, la dette publique française a augmenté de 583 milliards d'euros. Et personne n'en parle. Et finalement, on ne voit pas où est cet argent. C'est ça le problème. Donc, où va l'argent ? 600 milliards d'euros, vous dites, en dépenses publiques. C'est incroyable. Les dépenses publiques, c'est 60% de notre PIB. Et en 2020-2022, la dette publique a augmenté de 583 milliards d'euros. C'est des sommes complètement folles, si vous voulez. Et donc, le problème, c'est que cet argent n'a pas été là où il fallait. Et d'ailleurs, si on vient sur DSK, c'était l'un des premiers avec toute sa clique, effectivement, jusqu'à Mitterrand, faut pas l'oublier, à ouvrir la boîte de Pandore de la dette publique, en disant non mais c'est pas grave, tout va bien. C'est vrai qu'en les années 80, 90, on avait entre 20 et 40% de dépenses publiques et de dette publique. Maintenant, on est à 120, 115 à 120% de dette publique par rapport au PIB. Vous vous rappelez, Marc Toiti, Hollande disait c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ah oui, mais c'est scandaleux de dire ça, parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Parce qu'encore une fois, pour avoir un tel niveau de dépenses publiques, nous sommes aussi numéro 1 mondial en termes de dépenses, en termes de pression fiscale, en termes d'imposition. Les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps. L'année dernière, les impôts prélevés par l'État français ont augmenté de plus de 7%. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la classe moyenne, elle est ponctionnée, on paye énormément d'impôts, et malheureusement, une partie de la classe moyenne est en train de s'appauvrir, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, des personnes qui malheureusement n'ont pas de quoi terminer les fins de mois, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et encore, je dis ça parce que moi, je suis un enfant des cités HLM d'Orly, donc c'est pas comme tous ces énarques ou autres là, qui ne savent pas ce que c'est les cités HLM ou autres, et qui font des grandes théories, ou comme DSK et autres. DSK aussi, il était un enfant pas de grand bourgeois. Enfin bon, je sais que vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Bon, peu importe. Peu importe. Peu importe. Le problème, c'est que on a encore une fois, malheureusement, et c'est ça qui colle pas aujourd'hui en France, c'est qu'on a une partie des dirigeants, pas tous, mais une grande partie, malheureusement, qui méprisent effectivement les Français. Et c'est ça qui colle pas. Au-delà de la réforme de la retraite, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut essayer de recréer du lien social. Et donc, là, encore une fois, j'évoquais tout à l'heure, on a laissé la situation s'envenimer. Parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément le moment de faire maintenant la réforme de la retraite. Exactement. Et surtout une réformette. Parce qu'on est très très loin d'une réforme, et là c'est là où je suis d'accord avec DSK, on est très loin d'une réforme globale des retraites. Dans 5 ans, vous verrez, on fera une nouvelle réforme des retraites parce qu'elle n'est pas financée, cette réforme des retraites. Donc, c'est ça le drame. C'est que finalement, on arrive à cette situation dramatique d'un point de vue social et sociétal, alors que la question des retraites n'est toujours pas résolue. C'est ça qui est extrêmement coûteux, extrêmement douloureux. Donc, il faut repenser complètement notre modèle, mais c'est vrai que nos dirigeants doivent tendre la main. On doit recréer du lien social parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On le voit bien. Ça fait le lit, effectivement, voilà, de LFI, etc., tous ces partis-là qui n'ont aucun programme les extrêmes, le lit des extrêmes, absolument. Bien sûr, il ne faut pas oublier que LFI, Mélenchon, tout ça, n'ont aucun programme économique. Enfin, s'ils en ont un, mais on l'a déjà testé. Ça s'appelait l'URSS. Vous vous souvenez ?
Et on a vu que ça n'a pas marché. Donc, pas là vraiment, aussi, c'est pas pas un vraiment. problème économique. Donc, c'est là tout le problème, c'est que à cause de cette situation, on est en train de liguer les Français les uns contre les autres. Et ça, moi, je te dis, c'est extrêmement dangereux. J'ai beaucoup de clients à travers le monde qui m'appellent en me disant, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, d'un point de vue économique aujourd'hui, il faut savoir que les réservations touristiques sont en train de s'effondrer. L'activité, je pense, le PIB va baisser certainement au premier trimestre et au deuxième trimestre. On l'aura, cette fameuse récession. Donc, et tout ça pour ça, encore une fois. Mais Marc Toiti, je voudrais vous poser une question. Vous disiez, on laisse envenimer les choses, effectivement, et on se trouve dans une situation très préoccupante. Mais tout se passe comme si, je veux pas leur faire des procès d'intention, mais si tout se passe comme si les princes qui nous gouvernent, non seulement laissent envenimer, mais on dirait qu'ils disent, allons jusqu'au bout du chaos, je ne sais pas, on ne comprend pas, là. Oui, non, mais moi, je l'ai dit à certains, je l'ai même dit également à Bruno Le Maire. On a effectivement ce problème sociétal. Il faut faire attention quand même. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une économie française qui, normalement, encore une fois, nous sommes la 7e puissance mondiale. Oui. On a 32% de notre PIB de dépenses sociales. Donc, on devrait être un pays, justement, où nous serions heureux. Où il ne peut pas y avoir tous ces drames sociaux. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème entre les impôts que nous payons, la dépense publique qui est énorme, et puis à la fin, un malaise social qui est énorme également. Et c'est sûr qu'on a aussi un problème fondamental de culture économique. C'est-à-dire que, évidemment, comme on n'a pas de culture économique, on a une culture de lutte des classes. Donc, la moindre contrariété, hop, ça génère effectivement cette confrontation incroyable. Et c'est là où les dirigeants ne sont pas à l'aune de l'importance des dangers, ils ne sont pas assez proches de la population. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans des équations là. Ils devraient faire de la pédagogie, pour eux-mêmes d'abord et pour nous ensuite. Surtout, je pense, comme on dit, du liant. C'est-à-dire aujourd'hui, il nous faut des dirigeants affables, qui soient proches des gens, pas des dirigeants méprisants. Comprenez ? Et le pire, c'est que pendant le coronavirus, on a lâché, comme je l'évoquais tout à l'heure, des milliards et on nous a enfermés, etc., abusivement, disons-le. Bien sûr. Aujourd'hui, on paye tout ça. On paye tout ça. Et c'est ce qui fait que malheureusement, si demain, on le voit, il y a une nouvelle crise, comment on fait pour relancer la machine ? Parce qu'on n'a plus de cartouches, on a déjà tout dépensé. Et attention. Donc en fait, juste Marc Toiti, vous l'avez bien dit, mais au fond, cette décision, quelle qu'elle soit, cette décision du Conseil constitutionnel en fin d'après-midi aujourd'hui, ne changera pas grand-chose en fait. Quelle que soit la décision du Conseil. Le problème, c'est que moi, la question que je me pose, c'est que maintenant, quoi qu'il arrive, finalement, quoi qu'il en coûte, si vous voulez, comment le président va diriger le pays encore pendant 4 ans ? On voit qu'on a. Alors, soit il fait un mea culpa incroyable et il arrive à réconcilier tout le monde, par un coup de baguette magique. Peut-être qu'il faut mettre David Copperfield comme Premier ministre, je ne sais pas, il faut un coup de baguette magique. Soit, effectivement, ça va être très, très compliqué de recréer de la stabilité sociale. Et de la confiance. Eh oui. Merci beaucoup. L'indicateur unité de confiance des ménages est quasiment sur des plus bas historiques. Tout à fait. Donc là, on a bien ce problème de confiance qui est là. Tout à fait. Les Français sont inquiets sur l'avenir. Merci beaucoup, Marc Toiti. Merci de vos éclaircissements. On attend, je ne sais pas s'il y aura grand-chose après à dire ou à faire. On le verra. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. De l'Europe, sauf que l'Europe n'est pas un État. Alors pour la première fois, là, il y a quelques jours, une plainte pénale en Belgique a été déposée. Pénale, je sais bien, il y avait, vous savez, toute la guerre entre le Parlement européen et Ursula von der Leyen, toute la demande des SMS qu'elle avait échangés avec le président directeur général de Pfizer, Albert Bourla, toute la demande, et on a eu combien de fois ici, les très courageuses députées européennes, que ce soit Michel Rivasi ou Virginie Joron, pour nous dire, écoutez, on a demandé de voir les contrats, on ne les a pas eus vraiment, ou alors complètement biffés. On a demandé à recevoir Albert Bourla, il n'a pas voulu venir. On a demandé à recevoir Virginie von der Leyen, rien. Et Stella Kyriakides, la commissaire à la santé, a dit non, mais von der Leyen, elle n'est pas du tout responsable et elle n'a pas du tout suivi ça. Et on avait vu les réactions. Et là, plainte pénale en Belgique contre Ursula von der Leyen pour la première fois, parce que jusqu'à présent, c'était des plaintes administratives. Marc Gauthier, bonjour.
Bonjour André, merci de votre invitation. Marc, merci à vous. Vous faites partie du collectif des 300 juristes par rapport à un certain nombre de choses, d'affaires sur la santé, sur les soignants, sur les vaccins, etc. Mais là, est-ce que ça change quelque chose ou ça risque de changer quelque chose, cette plainte pénale qui vient d'être déposée pour la première fois? Donc ça prend une tournure pénale dans un des États, des 27 membres de l'Union européenne, c'est la Belgique. Qu'est-ce que ça peut changer? Écoutez, il faut toujours garder espoir pour que des décisions de justice honnêtes, impartiales et qui remettent le droit dans sa position puissent arriver. Maintenant, il faut savoir qu'Ursula von der Leyen est une grande accoutumée de la chose, puisque lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, elle avait déjà eu des problèmes particulièrement importants, notamment avec des liens et des conflits d'intérêts avec son fils, David von der Leyen, qui travaillait à l'époque chez McKinsey, dans l'attribution de marché. Oui, encore, toujours la même. Toujours. Tous les 2-3 ans, elle nous fait la même. Ouais. Et donc, il y avait eu déjà des soupçons de prise illégale d'intérêt ou de rétrocommission illégale sur l'attribution de marché qui en plus mettaient la souveraineté de l'Allemagne à mal parce que des cabinets de conseil étrangers qui mettaient leur affaire dans des dossiers qui relèvent de la défense en Allemagne, c'était déjà un petit peu moyen, on va dire. Ensuite, elle a eu des problèmes également avec son mari, Eco von der Leyen, qui avait pris des participations dans des sociétés pharmaceutiques qui faisaient de la recherche, notamment dans l'ARN messager, avec des subventions publiques et européennes où les choses étaient un petit peu très opaques. Alors aussi bien sur la première affaire que je viens de vous dire que sur la deuxième, les journalistes d'investigation en Allemagne et en Italie s'étaient effectivement émus de tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout normales et il n'y avait pas de poursuite qui avait été lancée. Alors justement, Marc Gauthier, et il y avait eu des plaintes pénales en Allemagne ou pas du tout? Alors justement, c'était ça qui était assez intéressant, c'est que le Parlement allemand avait demandé des comptes à Ursula von der Leyen, donc qui était alors ministre de la Défense, et celle-ci a dû rendre ses outils de travail qui, d'après nos sources et d'après les médias allemands, avaient été par elle vidés. Elle avait vidé ses GSM, je crois que son ordinateur portable, il n'y avait plus grand-chose à exploiter non plus, donc plutôt pratique pour se débarrasser. Ah oui, on vide les SMS, on les efface, quoi, c'est ça. Ah ben voilà, en fait c'est une accoutumée, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est une accoutumée de la chose, et donc là il faut savoir que dans l'affaire actuelle, avec la plainte pénale en Belgique, préalablement à ça, la médiatrice européenne avait elle aussi demandé des comptes à Ursula von der Leyen, et Ursula von der Leyen lui avait dit gentiment, non, qu'elle n'aurait pas les messages et les SMS échangés avec Albert Bourla, point barre. Donc déjà, se permettre une telle chose, alors que la médiatrice européenne avait identifié que ces SMS rentraient bien dans le processus de négociation préliminaire des contrats, et qu'en tant que tel, ils devaient être contrôlés par rapport à la conformité du droit européen, entre guillemets, elles s'en est foutues. Et ensuite, la Cour des comptes européenne, qui, elle aussi, a identifié les SMS comme devant être quelque chose de régulier dans la procédure de passation qui doit être contrôlé, elle a à nouveau dit non à la Cour des comptes européenne quand même. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Donc c'est une accoutumée de la chose, que ce soit elle personnellement ou avec sa famille, et ça n'arrête pas. Cette femme est mieux qu'une série Netflix. Ah oui, attendez, c'est après Léon le nettoyeur, voici Ursula la nettoyeuse. Ah non, mais c'est incroyable, je vous assure, elle est mieux qu'une série Netflix, cette femme. Franchement, il faudrait l'engager. Oui, et puis le parquet européen qui a été saisi, déjà il y a, je crois que depuis octobre 2022, ça fait quand même 6-7 mois maintenant qu'on aurait dû avoir via les opérateurs les fameux SMS. Oui. Et je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça traîne en longueur. Oui, quand même, je crois que ça va être encore très très long. Marc Gauthier, merci. On va suivre ça avec vous. On va suivre cette plainte pénale et on va savoir si ça va donner quelque chose ou pas. En tout cas, Ursula, vous l'avez entendu en train de chanter l'hymne en train de se laver les mains. Qu'est-ce qu'elle lave bien. Ponce Pilate à côté, c'est un amateur. Petit bras. Et puis c'est ce genre de personnes qui nous font des remarques sur l'état de droit, la démocratie, alors qu'elles-mêmes, ce sont des contre-modèles. Bref. Merci à vous.